Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un article du Cairn, sciences humaines et sociales. Alors, il va dans la continuité sur la culture. N'hésitez pas à regarder dans la description pour d'autres livres ou articles sur le sujet. Et je vous souhaite une bonne écoute. La construction sociale de l'identité. La socialisation dans les sociétés les plus traditionnelles peut créer des identités socialement définies à l'avance, bien au contraire, dans les sociétés complexes, les processus de sociabilisation transforment en labyrinthe les trajectoires individuelles parmi lesquelles nous prétendons appréhender la réalité sociale et où l'équation un groupe social est égal à culture ne fonctionne plus. Pujada, 1993-48. Cette trajectoire individuelle, encadrée dans une société précise, dessine peu à peu la construction d'une identité. Ce phénomène est apparu à partir de la dialectique entre l'individu et la société. Berger et Luckmann. Les identités se construisent au cours d'un processus d'individualisation par les auteurs pour lesquels elles sont la source du sens. Giden, 1995. Même si elles peuvent avoir leur origine dans les institutions dominantes, elles ne peuvent qu'à condition d'être intériorisées par les acteurs sociaux de manière à construire une ordre de sens reposant sur ces identités. Dans cette ligne, Castel, 1998, Castel fait la différence entre les rôles définis par les normes structurées par les institutions et les organisations de la société et qui ont une influence sur la conduite selon les négociations entre les individus et les institutions, en organisant ainsi les fonctions et les identités définies comme processus de reconstruction du sens. Ceci s'effectue à l'aide d'un attribut ou d'un groupe d'attributs entre l'identité et l'identification, problème complexe de la recherche sociologique dans le domaine de l'interculturalité culturelle qui organise ce sens, compris comme l'identification symbolique d'un acteur social à son action. On peut interpréter cela en disant que les proportions tendant à reconnaître les processus d'identification en situation de polyculturalisme se sont renforcées. Maffesoli, 1990, devant le moment d'identification, Jenskins, 1996, tel qu'il émerge dans les petits groupes et les réseaux au pluriel, ce qui est le propre d'une société réseau. 2. L'identité sociale dans la société réseau. Les difficultés d'établir les différences ou les limites entre ce qui pourrait se comprendre comme identité sociale et identité individuelle est paradigmatique. Jenskins, 1996, croit qu'il faut réhabiliter le concept d'identité sociale dans les domaines sociologiques et reconnaît l'aspiration fondamentale de G. R. Schmid, Goffman et Barthes dans son argumentation ont aussi l'influence de Berger-Luckmann, Bourdieu et Giden. Ainsi, Jenskins croit que si l'identité est une condition nécessaire pour la vie sociale, celle-ci doit être d'une façon réversible. Pour l'identité, la dialectique interne-externe de l'identification est un processus par lequel toutes les identités, individuelles et collectives, sont constituées. Néanmoins, à la différence de Mead, qui distingue entre le moi et le je, Jenskin plaide en faveur d'un modèle unitaire de construction personnelle. Bien que l'unité soit une synthèse dialectique des définitions internes et externes, la pensée est un phénomène intrinsèquement social impliqué dans le processus d'identité. Ceci le distingue de Mead, pour qui la société est seulement l'extension du théorème basique d'identification. Nous ne pouvons pas nous regarder nous-mêmes sans nous regarder en même temps dans le regard des autres. En ce sens, la personnification de l'identité sociale, selon Jenskins, a beaucoup à voir avec le corps humain, qui est simultanément un référent de la continuité individuelle, un index de similarité et de différenciation collective. L'identification sociale isolée de la personnification n'est pas même imaginable.
Le corps n'est pas seulement une entité physique que nous possédons, il est un système d'action, il est fondamental par son application éminente dans les interactions dans la vie quotidienne. Pour l'identité du jeu, le fait que la diversité des situations sociales porte les personnes à accommoder d'une certaine façon leur apparence et leur allure ne veut pas dire que le jeu soit fondamentalement scindé, car il y a toujours une conviction de la continuité personnelle dans le temps et l'espace. CF Giddens 1995. En outre, l'identité sociale n'est jamais unilatérale, elle a besoin de l'interaction. Dans ce sens, les identités sociales individuelles autant que collectives peuvent être comprises en utilisant un modèle dialectique de processus externe et interne. Ceci suppose en quelque sorte, et selon Jenkins, une alternative plus complète à la disjonction persistance dans la théorie sociale entre l'individuel et la société, l'action et la structure, etc. Il souligne que ainsi l'identité sociale peut se comprendre en tant que concept stratégique qui peut enfiler ses alternatives pour diverses raisons, parmi lesquelles C.F. Jenkin, 1996. A. Les identités sont nécessairement des attributs de personnification individuelle constitués socialement dans l'identité sociale ou identité, le collectif et l'individuel occupent le même espace. B. Si l'identité sociale se conceptualise en termes de processus, la mince distinction entre structure et action doit être obviée. C. Si ces processus sont conceptualisés comme une dialectique perpétuelle de deux moments différents du seul point de vue analytique, c'est-à-dire l'interne et l'externe, alors que l'objectif et le subjectif doivent aussi disparaître. C. Ces processus sont conceptualisés comme une dialectique perpétuelle de deux moments différents du seul point de vue analytique, c'est-à-dire l'interne et l'externe, alors que l'objectif et le subjectif doivent aussi disparaître. Bien que la construction de l'identité soit un processus, cela n'implique pas nécessairement que ce soit une séquence, mais qu'il y ait des dimensions simultanées au fur et à mesure du développement de la pratique sociale. C'est ce que Jenkins nomme moment d'identification et qui lui permet d'assurer que le nœud de ce modèle dialectique est la synthèse. Outre l'espace, le temps est aussi important dans les processus d'identification. Le passé aide à comprendre et à interpréter le présent et à projeter le futur. Or, la réalité de ce processus est remise en cause par le fait que le passé se scinde en passé individuel, mémoire individuelle et un passé collectif, histoire. Toutes les deux, mémoire individuelle et histoire, sont construites, mais comme le dit l'auteur, qu'ils soient imaginés ne veut pas dire qu'ils soient imaginaires. Dans cette ligne, Gizen affirme aussi que l'autobiographie est une intervention corrective dans le passé et qu'en fait, cette reconstruction du passé est liée à l'anticipation des possibilités du cours vital du futur. Ces corrections nous permettent de parler du présent dans une perspective future, aussi bien dans la planification de la vie qui se construit dans le présent à partir du passé et que dans le style de vie, dans les pratiques quotidiennes et anodines qui sont ouvertes au changement selon la nature mobile de l'identité du jeu. CF Giddens 1995. Dans le terme style de vie, le concept d'identité se conjugue comme social et comme individuel. Les styles de vie sont pratiques du groupe et individuelles. Elles ont lieu en même temps selon les sociétés et selon les individus. L'individu humain commence à penser en termes entièrement sociaux et l'individualisation elle-même ne peut être atteinte que par la sociabilisation. Habermas, 1992. Étant donné cette réalité communicative qui se répète entre l'identité et l'identification, apparaît complexe de la recherche sociologique dans le domaine de l'interculturalité, une communauté de communication. L'identité qui s'acquiert présente deux aspects complémentaires, celui de l'universalisation et celui de la particularisation. Les gens, dans ce sens, apprennent à agir de façon autonome dans un cadre de référence universaliste
et à faire l'usage de leur autonomie pour se développer suivant leurs particularités subjectives. Mais des Duncan définissent l'identité des individus par rapport à l'identité du groupe auquel ils appartiennent. En fait, l'identité se développe entre le monde social, moi, me, le super-ego de Freud d'une certaine façon auquel s'ajoute, de façon complémentaire, le monde subjectif, le jeu, le jeu du modèle structurel de Freud, distingué du monde externe, cf. Habermas 1992. 3. L'identité culturelle comme réseau des réseaux. Lorsqu'on a approfondi l'identité, la question de la culture est présente, quoiqu'on ne doit pas confondre l'une avec l'autre, comme l'identité Cuche 1996, tandis que la culture dérive en grande partie des processus inconscients, l'identité se base sur une norme d'appartenance nécessairement consciente, fondée sur des oppositions symboliques. Lévi-Strauss 1981 lui-même reconnaît que parfois, pour étudier des sociétés différentes, on doit les réduire à un principe d'identité, mais que les sciences humaines doivent dépasser cette notion d'identité dont l'existence est purement théorique, comme l'existence d'une limite qui ne correspond en réalité à aucune expérience. L'identité culturelle, comme Kusch le remarque, 1996, ça apparaît comme une modalité de catégorisation de la distinction nous, eux, fondée sur la différence culturelle. Cet auteur fait une distinction entre conception objectiviste et subjectiviste de l'identité culturelle. Il y a un rapport entre culture et identité, et c'est pour cela que si l'on assimile la culture à une question naturelle, l'identité peut être comprise comme quelque chose de donné qui reste marqué de façon presque indélébile, et ainsi l'identité culturelle revient nécessairement à un groupe original d'appartenance de l'individu. Voici pourquoi il est important de chercher les racines. L'authenticité de l'identité culturelle qui apparaît comme essence, comme condition immanente de l'individu. L'identité culturelle apparaît comme consubstantielle à une culture particulière, et l'on cherche à établir la liste des attributs culturels qui sont la base d'identité collective. L'essence du groupe, c'est une identité essentielle, presque invariable. Dans ce sens, Abou, 1995, fait une distinction entre identité ethnique qui se base sur le rapport à une histoire ou à une origine commune, symbolisée par un héritage culturel commun et qui dépend en partie de la façon dont le groupe interprète sa propre histoire et sa propre identité culturelle, qui peut avoir comme premier moment cette identité ethnique, mais qui finalement se doit à la conscience et aux prises de position idéologiques. Dans cette ligne, il remarque que l'identité est la négation de la différence, mais ceci comporte le fait d'assurer que la différence est nécessaire pour sa définition. C'est ce que nous avions remarqué auparavant, une représentation presque génétique de l'identité, de l'essentiel, de l'authenticité, proche de la naturalisation de l'appartenance culturelle. Ce sont là des conceptions, comme le remarque Kusch, objectivistes qui définissent l'identité à partir d'un certain nombre de critères déterminants, considérés comme objectifs qui rendent compte de l'origine commune, l'héritage, généalogie, la langue, la religion, la psychologie collective ou personnalité de base, le territoire, etc. Tout cela est fortement critiqué par les partisans d'une conception subjectiviste du phénomène de l'identité, a attendu que l'identité culturelle ne peut pas être réduite à la dimension attributive ni être considérée comme un phénomène statique. Pour les subjectivistes, l'identité ethnoculturelle est un sentiment d'appartenance ou une identification à une collectivité plus ou moins imaginaire, selon les représentations que les individus se font de la réalité sociale et de ses divisions. Selon Kusch, on ne peut pas adopter une position purement objective ou subjective pour aborder la question de l'identité. Cependant, d'autres auteurs comme Bayard, 1996, parlent de la création d'une illusion identitaire à partir de processus d'invention de la tradition qui constitue l'authentique sur lequel se base la réalité.
En fait, cette illusion est le résultat d'une situation complexe où le mouvement général de l'éclosion des sociétés, la mondialisation, la globalisation, s'accompagne d'une exacerbation des identités particulières. Selon cet auteur, il est légitime de penser qu'à une prétendue identité culturelle correspond une identité politique, puisqu'en réalité tout est illusoire et il s'agit d'une construction parfois récente et non pas d'une identité naturelle. L'identité est une construction élaborée par rapport aux limites, aux frontières entre groupes qui entrent en contact. En ce sens, il s'agit d'une manifestation relationnelle d'interaction. Les limites identitaires ont donc fini par être limites d'identité culturelle, les frontières d'identité nationale. En fait, dans la société contemporaine, il y a une tendance à la mono-identification, à l'identité exclusive. C'est ce que Gellner, 1989, présente comme le mariage entre l'État et la culture. Ainsi, l'identité culturelle doit-elle s'aborder comme une question collective et individuelle. Abou, 1995, reprend l'idée de Duncan entre l'identité et l'identification, un problème complexe de la recherche sociologique dans le domaine de l'interculturalité, la conscience collective, pour rappeler qu'elle est plus que la somme des consciences individuelles, qu'elle les transcende, elle s'y impose parmi l'éducation et la vie sociale commune. Ainsi, l'identité culturelle d'une personne prend sa place dans une identité globale qui est une constellation d'identifications particulières dans des ressorts culturels différents. Abou, 1995. Le même auteur établit un lien entre ces idées et la difficulté de délimiter le concept comme nation, nationalité et ethnie, qui peuvent être équivoques car ils sont liés à la complexité de l'histoire européenne. En fait, il y a des auteurs qui parlent de l'invention de la nation comme une expression de l'identité collective moderne. Marianne, 1996, entraînant un sentiment de solidarité et de cohésion par rapport aux autres collectivités. En outre, à partir des identités construites, il est facile de produire des ensembles collectifs, entendus comme le propre d'un autre homogène et uniforme, et puis de détecter et de stigmatiser. Goffman, 1970, c'est dernier comme l'explique la théorie de l'héritage ou la Belling-Erickson, 1992, et la construction sociale du bouc émissaire. Lorsque le stigma marque l'inculpation du collectif, l'étiquette qualifie identique tout le groupe comme un individu, le plus souvent de façon négative. Parfois certains membres de ces minorités stéréotypées font valoir leur singularité que les autres dénoncent en vue de cohésion et de solidarité autour de cette identité singulière de façon positive et revendicative. Black Power, la fierté noire, la race noire, etc. L'identité est une construction sociale, sa complexité est donc innée à partir de la propre hétérogénéité d'un groupe social quelconque. En fait, comme Kusch le signale en 1996, 1991 et 92, l'identité ne peut se considérer comme monolithique car ceci empêcherait de comprendre le phénomène d'identité mixte fréquent en toute société. Et en ce sens, chaque individu intègre de façon syncrétique la pluralité des appartenances sociales, sexe, âge, classe sociale, groupe culturel. C'est une synthèse de références identifiantes qui sont liées à l'histoire. Le même auteur pointe que l'identité culturelle se réfléchit dans les groupes culturels et les références dont les limites ne correspondent plus à la réalité. Émile Malouf rappelle dans son livre Identité assassinée le fait que l'imposition d'une identité exclusive par voie de réduction a des conséquences dramatiques pour une communauté ainsi identifiée, sont d'ores et déjà introduits dans le domaine de la stratégie d'identité. CF Verda 1999, car le caractère multidimensionnel, changeant et dynamique de l'identité, Lamo et Spinoza 1995, ne peut jamais trouver une forme fixe et définitive. C'est ce que Abba, 1993, signale comme choix personnel entre une identification superficielle
et la culture d'origine et la superintégration à la culture des majorités. En fait, à l'écart des aspirations nostalgiques, comme l'indique cet auteur, l'identité collective des minorités ethniques migrantes n'est pas un fait spéculaire de leur origine. De toute façon, cet auteur explique que, en particulier dans les deuxièmes générations, les immigrants répondent aux pressions excluantes de la majorité avec un effort de super-intégration impossible qui les pousse à oublier leurs origines, voire même à les mépriser. Et c'est Molina, 1994, nous avons fait ici affaire à un problème de principe dans la conceptualisation des notions premières et de deuxième génération d'immigrés. Ces notions comportent une identification permanente, non pas avec la minorité culturelle comme telle, mais avec une condition déterminée de celle-ci. Cette terminologie entraîne une uniformisation, car par l'usage du terme deuxième génération d'immigrés, on n'exclut pas nécessairement la possibilité d'appartenance à la première. Il nous est impossible de procéder à une analyse séquentielle du temps de l'appartenance, CF Guerrero, Saron, 1998. En tout cas, le fait qu'on parle de stratégie et de choix personnels ne doit pas cacher les pressions que les individus subissent, car ils ne sont pas complètement libres à définir leur identité. Finalement, il faut seulement rappeler qu'on ne peut pas confondre, comme cela arrive fréquemment, la culture avec l'identité. Cuche, 1996, rappelle que l'identité ethnoculturelle puise dans la culture, mais comprend rarement toute la culture. Une même culture peut être instrumentalisée de façon bien différente, voire même opposée, selon les différentes stratégies d'identification, ce qui détache deux groupes ethno-culturels n'est pas la différence culturelle, parce qu'une collectivité peut fonctionner parfaitement avec une certaine pluralité culturelle, mais la volonté de différer et l'utilisation de certains traits culturels comme marque de son identité spécifique. 4. L'idée globale de l'identité en tant que conceptualisation sociale nous porte à approfondir un aspect plus concret et plus crucial que l'identité culturelle. À partir de celle-ci, l'accent doit être mis sur un noyau plus cohésif, plus dense, d'interaction, tel que l'identité communautaire, qui nous permet de parler de concepts d'identification. Mapsoli, 1990, la distinction entre identité sociale, identité culturelle et identité communautaire permet de défricher et de distinguer les éléments subtils qui ont un rapport avec les complexes processus de la construction des identités et des processus d'identification dans un monde qui se débat entre la globalisation et le local. En tout cas, l'identité communautaire peut trouver un fondement dans les arguments que nous avons abordés dans les paragraphes qui précèdent. Elle met l'accent sur la situation du groupe, en souligne la cohésion et la solidarité entre les membres qui s'identifient comme faisant partie d'une telle communauté, entre l'identité et l'identification. Voilà. Problème complexe de la recherche sociologique dans le domaine de l'interculturalité. Dans ce sens, Weber, 1979, insiste sur le fait que les individus, lorsqu'ils appartiennent à une communauté, sentent d'une façon subjective qu'ils ont des traits communs. On peut, à partir de là, envisager une action communautaire positive ou négative par rapport aux autres communautés, aux autres identités, dont le regard sur elles-mêmes et sur la vie est différent. L'idée de la communauté se concrétise dans un terrain plus contrôlable ou plus contrôlé. Il existe une certaine tendance à former des communautés fermées, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communauté. Des champs sociaux non endogames selon les coutumes ou les habitudes enracinées dans chaque communauté. L'identité communautaire se base surtout sur la conscience de communautés existantes qui encourage l'imitation entre ses membres et facilite en même temps l'identification. Selon Barian, 1996, l'identité collective dans la modernité est comme la lumière et l'ombre. Plus de lumière entraîne plus d'ombre. Dans ce sens, on note l'existence de ce que Walzer dénomme hyphénation ou identité duale dans la modernité. C'est-à-dire plusieurs en un devant la globalité, le
contrepoids de la communauté apparaît comme nécessaire. C'est ce que Garcia Canclini dénomme glocalise et il n'y a pas une culture homogène et une seule identité distinctive. Les nombreux contacts quotidiens ne permettent ni l'isolement de l'identité unique et distincte, ni la clôture des processus identitaires. Les optiques communautaristes, à grands traits, défendent la protection des droits essentiels des citoyens avec différents niveaux d'engagement et de différentes valeurs. Berrian, 1996, souligne que le communautarisme vise à compléter la vision libérale autour du soi-même, self-ips, en l'encadrant dans une référence pour ne pas tomber dans la fragmentation de la société libérale. La communauté, c'est pour le communautarisme la conception holistique de la société, la connexion, la capacité normative. D'une certaine façon, l'identité communautaire a quelque chose à voir avec l'identité de résidence dont parle Castel. L'appel à la construction d'une identité forte est le plus souvent une mesure défensive et la communauté en offre le lieu sûr. La situation dans laquelle nous nous trouvons dans la modernité tardive permet à Admin Malouf, 1999, d'écrire que nous sommes dans le temps des tribus planétaires, puisque les communautés sont comme des tribus par les liens d'identité entre leurs membres et planétaires, parce qu'elles dépassent toutes les frontières. Selon cet auteur, la mondialisation accélère entraîne une réaction au renforcement du désir d'identité. Mais cela n'empêche pas de reconnaître les périls sous-jacents et ce que Maffesoli, 1990, prédisait comme le temps des tribus, comme le résultat du déclin de l'individualisme dans les sociétés de masse. Dans ce sens, il semble qu'il y a une crise de conception ontologiquement fondamentaliste de l'identité et donc on peut parler de négociation d'identité. Garcia Cancellini, 1995. Puisque le romantisme et le nationalisme s'appuient en tant que base idéologique de la conceptualisation de l'identité, la globalisation, vécue comme élément destructeur des identités communautaires, est combattue par la renaissance des essentialismes résistants et dans ce sens, certains ne croient pas que l'identité puisse être négociée, mais seulement affirmée et défendue. Quelques mouvements communautaires pourraient représenter l'identité résistance à laquelle Castel fait référence. Par rapport à ceci, Garcia Cancellini croit que l'adoption de la modernité ne remplacera pas nécessairement les traditions communautaires, mais il plaide pour les cultures hybrides en tant que stratégie pour entrer et sortir de la modernité, voire l'intitulé d'un de ses livres. Cet auteur postule aussi, à la suite de l'interactionnisme symbolique, que la négociation est un composant clé pour fonctionnement des institutions et des domaines socioculturels. En tout cas, il semble que l'identité communautaire ait beaucoup de rapport avec une identité résistante collective contre l'oppression. C'est un mécanisme d'autodéfense que Castel, 1998, dénomme exclusion des excluants par les exclus. Les limites de la séparation restent établies de façon rigide et la communication semble difficile, ce qui fragmente les sociétés en tribus ou, comme l'indique l'auteur, communautés d'une façon euphémiste. Malgré tout, certaines considérations reprennent l'idée d'identité communautaire pour signaler la possibilité démocratique et solidaire dans un monde complexe et difficile. Pourtant, le problème de l'identification monolithique à un modèle unique demeure et Zioni, 1999, remarque le danger que constituent les dénommés politiques d'identité qui renforcent l'idée selon laquelle les différences de groupe sont absolues, qui décrivent les autres groupes comme l'ennemi et qui oublient qu'ils sont tous membres de la même société. Cet auteur essaye de récupérer l'idée communautaire en tant que nœud d'interrelation solidaire, mais pas en tant qu'enquistement de groupes les uns contre les autres. Il utilise le terme de société communautaire pour désigner la position d'articuler les valeurs communautaires sans oublier la société globale ou mieux encore les développer en elle. Cela trouve un fondement dans l'idée de la complexe et multiple identification des personnes qui font partie de plusieurs groupes à la fois et qui sont de ce fait impossibles à casser dans un seul groupe déterminé.
Selon le modèle de communauté au pluriel, on fait la référence en politique éducative et on essaie d'éviter le système éducatif biculturel et favoriser l'immersion dans le courant général CF et Zioni 1999. Le modèle communautaire qu'il présente défend les éléments partagés en combinant l'immersion, l'enseignement et les étudiants avec les contributions culturelles des différentes traditions. L'auteur insiste sur la dénonciation de communauté pour refléter l'interprétation et interrelation constante et multiple entre communautés qui se trouvent à la base de son modèle et pour s'éloigner des autres idées communautariennes qui fondent les droits individuels seulement sur la nécessité de la communauté. Voilà la fin de ce petit article de sciences sociales du Carnet Info. Je vous mettrai le lien dans la description et si vous souhaitez bien entendu avoir d'autres livres ou articles sur le sujet, n'hésitez pas à regarder dans la description. Bien à vous.